Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons une personnalité qui nous vient du Sénégal. Il est ministre et porte-parole du gouvernement sénégalais. Monsieur Seydou Gueye est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Les députés sénégalais ont récemment voté la loi sur l'organisation du Haut Conseil des collectivités locales. Pour beaucoup de personnes, cette institution n'a pas sa raison d'être dans un contexte de réduction du train de vie de l'État. Alors dites-nous, qu'est-ce que cela apporte concrètement? Ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte une contribution décisive et déterminante dans la consolidation de notre démocratie. Ça, c'est la première conviction qui est la mienne. La deuxième, on ne saurait parler de réduction du train de vie de l'État sur cette question de mise en place d'une institution de la République qui a son utilité sociale et sa pertinence démocratique. Quand votre budget dépasse le cap des 3 000 milliards de francs CFA, et quand une partie importante de ce budget, notamment le budget d'investissement consolidé, franchit pour la première fois la barre des 1 000 milliards et se monte à 1 048 milliards, pour lesquels vous prenez en charge sur vos ressources propres 78%, je pense qu'on peut répondre à une exigence d'une démocratie qui doit être réputée démocratie majeure comme celle du Sénégal, puisque nous avions une démocratie majeure, et aujourd'hui l'enjeu et le défi, c'est d'en faire une démocratie modèle. Et avoir une chambre dans laquelle les collectivités locales sont représentées, puisque celles-ci sont le lieu d'expression et de mise en œuvre de la politique de développement, je pense que ce n'est pas cher payé. Il ne faut jamais voir les innovations démocratiques comme un coût, mais comme un investissement pour renforcer justement une trajectoire historique comme celle du Sénégal. Avant de revenir là-dessus, je voudrais citer encore une autre institution qui a été mise en place dans la nouvelle constitution de la République du Sénégal. Je veux parler du Conseil économique, social et environnemental. Quand on est président de la République, on prône le fait qu'il faut réduire un certain nombre de choses. La preuve, on s'est débarrassé du Sénat. Alors, je vais vous dire, moi j'ai eu l'avantage d'avoir été le premier secrétaire général du gouvernement quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Donc j'ai contribué à mettre en place et relancer la machine. Ce que nous avons fait au titre de la réduction du train de vie de l'État et qui est très significatif, c'est d'abord de supprimer les voyages en première classe pour tous les membres du gouvernement. Et il y a des économies substantielles. Ce qui a été fait au titre de la réduction du train de vie de l'État, c'est de réduire la facture téléphonique. Nous passons de 22 milliards à 11 milliards. Ce qui a été fait au titre de la réduction du train de vie de l'État, c'est de rationaliser davantage à travers des plafonds qui limitent les crédits de téléphone, mais c'est également une rationalisation en faisant un effort extraordinaire au niveau du patrimoine bâti de l'État, où tous les ans c'était 14 milliards de francs CFA. Donc l'effort de réduction du train de vie de l'État est un effort qui est combiné à cette stratégie de rechercher de l'efficacité dans la dépense publique. Et c'est ainsi que nous avons pu justement amener notre budget à 3 022 milliards. Oui, mais monsieur le ministre, dites-nous, par rapport au Sénat, oui. Il a été supprimé, pourquoi? Parce qu'il est budgétivore, non? Non, absolument pas. Le Sénat, d'abord, le Sénat était une institution contestée par la plupart des Sénégalais, pour deux raisons. La première, c'était une institution qui n'a servi qu'à recaser des alliés de l'ancien président de la République, puisque sur 100 sénateurs, 65 étaient nommés par le président, dans le cas d'espèce. Et ce Sénat-là, qui n'avait aucune légitimité démocratique, puisque n'était pas issu d'un processus électif, avait une attribution qui n'était pas inacceptable et pas conforme, puisqu'il lui était possible de voter la loi. Alors que le Conseil économique, social et environnemental existait dans notre Constitution. Ce qui a été ajouté, c'est de lui donner une attribution en matière d'environnement et de lui donner une prérogative d'évaluation des politiques publiques. Ceux qui estiment que c'est pour servir la clientèle politique, ce n'est pas du tout le cas pour ces deux institutions. Non, ils se sont trompés, puisque servir notre clientèle politique, c'est les engager dans la bataille électorale pour qu'ils conquièrent des positions au niveau des mairies. Et là, nos bases ont remporté pratiquement les élections, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale pour les députés ou au niveau des communes, puisque sur les 557 communes que compte notre pays, notre majorité en dirige plus de 540. Vous avez dit qu'au niveau du Sénat, la plupart des membres étaient nommés par le président de la République, mais on aurait pu quand même changer le fonctionnement, le mode de désignation de ces membres, non plutôt que de supprimer simplement, si tant est qu'il n'est pas budgétivore. Non, mais parce que ce n'était pas notre option. Notre option, c'est de dire, telle que la réflexion s'est développée dans notre pays avec les assises nationales, il y avait une recommandation forte pour avoir un cadre dans lequel les collectivités locales puissent être représentées et travailler
à renforcer leur position politique. Ça, c'est un. La deuxième chose, le président de la République a mis en place une politique hardie de développement territorial à travers l'acte 3 de la décentralisation. Et l'un des axes majeurs de sa politique et qui devrait lui permettre d'arriver à l'émergence, c'est de territorialiser les politiques publiques. Comment voulez-vous avoir ces axes forts et ne pas avoir une instance qui permette aux collectivités locales de mutualiser leurs moyens? Et aujourd'hui, nous avons réglé quelques problèmes dans notre pays. Le premier problème que nous avons réglé au niveau des collectivités, nous sommes passés à la communalisation universelle. Toutes les collectivités locales sont d'égale dignité. Deuxième chose, nous avons créé une autre instance qui est le département. Nouvelle création, et nous allons, sur une troisième étape, mettre en place les pôles régionaux de développement, les pôles territoriaux de développement. Et c'est fort de tout ça qu'il faut absolument avoir une instance qui permette de donner du conseil. C'est une chambre consultative. Un autre fait marquant de l'actualité sénégalaise, c'est la tenue dès le 28 mai dernier du dialogue politique national. Alors ça répond à quel besoin ce dialogue? Et ça répond à une exigence pour une démocratie qui est comme celle du Sénégal, de se donner les moyens d'échanger. Et quand vous sortez d'un référendum qui a modernisé votre constitution, qui a mis en évidence un fait important, les Sénégalais ont renouvelé le contrat de confiance au président Macky Sall, malgré la turbulence qu'il y a eu pendant la campagne. Et quand cette constitution elle-même porte des nouvelles dispositions qui doivent être traduites en loi et en décret, il est utile, urgent, opportun d'appeler tout le monde autour de la table pour trouver les voies et moyens et les modalités pratiques qui devraient le permettre. Mais justement, quand on parle de dialogue national, c'est généralement dans le cas de figure où il y a un climat pas du tout apaisé, où il y a des invectives. Apparemment, le Sénégal est un pays en paix quand même, non? C'est cela qui surprend justement les observateurs. Notre conviction, et celle du président Macky Sall, c'est que le dialogue est consubstantiel à la démocratie. La démocratie, ce n'est pas uniquement le conflit ou la contradiction, c'est justement pas ça. La démocratie, c'est la recherche permanente du consensus, puisque c'est ainsi qu'on arrive à l'équilibre, et même du point de vue de l'économie, quand on n'a pas d'équilibre, on ne se développe pas. Selon vous, c'est à quel rythme il y aura des consultations comme ça? Aujourd'hui, la machine est lancée. Dans la séquence code électoral, questions politiques, les choses sont lancées. Il y a une deuxième séquence qui doit être ouverte très bientôt à travers un forum. C'est celui des collectivités locales pour donner une suite à l'acte 3. Il y a une autre séquence de ce dialogue national qui va porter justement sur les enjeux et les défis du secteur privé national. Il y a d'autres séquences qui seront ouvertes par les acteurs et les forces vives de la nation sénégalaise pour parler des questions d'éducation et de santé. Ce n'est pas un dialogue politique, c'est un dialogue national. Un dialogue national justement, mais c'est quoi la suite? Les gens se sont vus, se sont assis, ont discuté, mais on ne sait pas ce que deviennent... Nous, on a une bonne tradition dans notre pays. Oui, laquelle? En 92, il y a eu ce qu'on appelle en 93 le code consensuel, qui est le produit d'un dialogue politique. Et c'est ce code qui gouverne notre cycle électoral depuis son adoption. Donc nous savons, dans notre pays, à l'issue de consensus forts et sincèrement articulés, donner suite à ce qui est l'expression de la volonté du peuple. Tel que c'est perçu de l'autre côté, on estime que cela cache quelque chose. Parce que c'est surprenant, caché quelque chose que nous allons aborder tout à l'heure, entre autres. Hein. La libération du ministre Karim Wade, par exemple, la grâce qui lui sera accordée, avant de faire avaler la pilule, il fallait quand même essayer de travailler ceux qui vont la boire. Ça peut être séduisant d'un point de vue de la construction intellectuelle de faire une connexion entre le dialogue national et l'affaire Karim Wade. Donc il n'y a aucune connexion. C'est deux territoires qui n'ont même pas de frontières communes, qui ne fréquentent même pas des pays voisins. Parce qu'on attendait mieux de ce gouvernement, hein, plutôt que d'aller faire un dialogue national, parce qu'il y a d'autres questions qui sont quand même préoccupantes. Telles que? Par rapport à la cherté de la vie, par exemple, le quotidien du Sénégalais, par exemple. Est-ce que vous avez fait le pointage pour vous rendre compte que de 2012 à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de hausse sur le tout petit produit de grande consommation. Il n'y a jamais eu de hausse sur les prix. Jamais. Ce n'est pas la perception des Sénégalais. C'est la réalité. C'est la réalité. La première action posée par le président Macky Sall, 3 semaines après son élection, c'est d'avoir une action vigoureuse sur le prix du riz, de l'huile, du lait et du sucre. Le prix du riz a été baissé 3 fois. Et pourtant, le Sénégalais moyen a de la peine quand même à se le procurer. Donc la question qu'il faut se poser, c'est ceux qui ont gouverné le pays avant l'arrivée de Macky Sall. À quel niveau avaient-ils laissé les prix? C'est ça la vraie question. Mais le message que nous donnons aux Sénégalais, nous sommes en train de régler ce problème, puisque du point de vue du riz, par exemple, nous sommes très proches de l'objectif d'autosuffisance. Nous sommes autosuffisants en matière
de produits horticoles. Nous sommes autosuffisants pour la tomate, pour l'oignon, et nous serons de plus en plus autosuffisants puisque la dernière décision prise par le président de la République, c'est de construire l'autosuffisance en matière de moutons pour la tabaski. Donc nous sommes dans cette perspective et de ce point de vue-là, moi je n'ai pas d'inquiétude. Mais sur le plan du loyer, j'espère que vous allez reconnaître quand même que les mesures que vous avez prises n'ont pas porté leurs fruits quand même. Non? Oui, il y a eu des effets d'aubaine pour des Sénégalais qui ont estimé que c'était une bonne opportunité pour enchérir les coûts et ne pas jouer le jeu. Donc, il fallait y penser, non? Vous devez penser à cela avant de mettre en œuvre vos mesures. C'était une mesure d'urgence pour répondre à une situation un peu difficile pour les Sénégalais. Mais la vraie solution en matière de loyer, on est en train de la délivrer. C'est un programme d'habitat social à Diamniadio. C'est des conditions pour accéder au logement de façon assez inédite, puisque, à la limite, il y a des propositions portées par les banques qui permettront aux Sénégalais d'accéder au loyer à des taux très compétitifs et sans avoir besoin de fournir et de produire un apport initial. Monsieur Seydou Gueye, un autre fait marquant qui a vraiment défrayé la chronique ces derniers temps, c'est la libération de l'ancien ministre Karim Wade. Qu'est-ce qui sous-tend cette grâce présidentielle? Y a-t-il eu des mains obscures derrière cette grâce? Autant de questions que nous allons aborder tout à l'heure, mais si vous le voulez bien, on va marquer une pause, le temps de faire un clin d'œil à nos annonceurs. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.